pour l'heure. Sophie Audugé, c'est ici même que nous avions entamé ce débat qui nous intéresse et nous concerne tous puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et puis de rapport à un sujet ô combien important qui est celui de la vie affective, comme on dit, et de la sexualité. J'avais interrogé la ministre de l'Éducation nationale. J'avais posé à Madame Genetet la question sur le contenu de ce programme sur la vie affective et sexuelle. Et c'est vrai qu'elle avait dit non, il n'y a rien sur les théories du genre. Tout est parfait. J'ai lu de la première à la dernière ligne. Peut-être qu'elle dirait la même chose aujourd'hui. Moi, je l'invite à peut-être venir même ici. Peut-être un débat avec vous serait très intéressant sur ce sujet. Depuis un certain temps, mais depuis cet entretien, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Avec le pédopsychiatre de renom Maurice Berger qu'on a pu écouter ce matin sur Europe 1, vous insistez quand même sur un programme avec une dérive importante, certaine, et des effets qui pourraient être même nocifs pour nos enfants. Oui, alors en fait, si vous voulez, actuellement, nous subissons, pour les personnes qui, comme moi, essayent de ramener le débat sur un point primordial qui est la clinique de l'enfant, ce qu'on appelle l'analyse clinique du développement de l'enfant et de l'adolescent. Nous subissons des pressions et des accusations et des manifestations de violence inouïes. Alors on s'est interrogé et en fait il nous semble que l'origine de ces attaques provient du fait qu'il est impossible aujourd'hui en France d'avoir un débat où on placera réellement ce qui devrait être le cas, la personne de l'enfant au cœur du débat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un enfant ? Où en est l'enfant de son développement entre 0 et 3 ans, 3 et 6 ans, 6 et 9 ans, 9 et 12 ans, puis à partir de l'âge de la puberté, donc après adolescence. Le propos qui a été le nôtre avec Maurice Berger, on a publié un livre et avant, on avait fait un rapport de 250 pages qui est gratuitement accessible sur le site d'SOS Éducation, où on a pris soin de dédier une partie entière au développement de l'enfant. Ce que l'on dit, c'est que les programmes qui sont actuellement en discussion ne respectent pas les principes essentiels du développement de l'enfant. C'est-à-dire que s'ils sont appliqués tels qu'ils sont formulés, avec les espaces d'interprétation qui y sont laissés, c'est un danger pour les enfants, c'est un danger pour leur construction affective et pour leur construction identitaire. Ça n'a rien à voir avec un propos idéologique. Un enfant, pour se construire, a besoin d'éléments extrêmement concrets, figés, placés à un moment spécifique. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne peut pas avoir en France, pour le bien-être de l'enfant, un débat, même passionné, même parfois très vif, mais sur ce sujet. Pourquoi quelqu'un qui fait un travail comme vous, et vous nous l'exposez très souvent, je vous en remercie ici même dans Midi News, pourquoi des pressions, pourquoi des menaces au sujet du bien-être des enfants ? C'est de cela dont nous parlons. Parce qu'en fait, le débat a été pris par des agendas et des enjeux politiques. D'un côté, une approche très soi-disant progressiste qui ne l'est pas, puisque évidemment qu'à partir du moment où on va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de progrès, puisque l'avenir d'une société, c'est l'enfant. Donc un discours progressiste, militant, qui a visé à introduire plus de sexuels en permanence au motif d'une émancipation, si vous voulez, fondée sur une société liquide, c'est-à-dire sur du rien. Et puis à côté, des opposants qui ont dit « Ah oui, mais attention, là on touche aux mœurs, à la morale, etc. » Nous, on arrive en disant « Écoutez, alors, les mœurs, la morale, les questions religieuses, c'est d'un côté. Le côté émancipation, c'est autre chose, vous allez pouvoir en parler entre vous. Nous, on vient vous dire, on vous réexplique de quoi a besoin un enfant pour grandir entre 3 et 6 ans, et puis jusqu'à l'âge de la puberté. » Rassurez-nous, Sophie Audugé, ce programme n'a pas pu être construit sans être basé quand même sur des études cliniques. Alors, je ne suis pas en mesure de vous rassurer, parce qu'il a été construit sans le point de vue des psychologues pour enfants, des médecins pédiatres, des pédopsychiatres. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il faut rendre hommage à un certain nombre de professionnels de la médecine. Ils sont nombreux. On peut citer Ariane Villerand, on peut citer Maurice Berger, on peut citer Eugénie Izard, on peut citer Madame Romano. Ils sont nombreux. Nous, la pétition que l'on a lancée il y a maintenant plusieurs mois, qui a aujourd'hui plus de 70 000 signataires, vous avez plus de 7 000 professionnels de la médecine qui ont signé, si vous voulez. Donc moi, je reçois des appels et des messages, et Maurice Berger aussi, de professeurs de médecine en permanence, si vous voulez. Donc, ce qu'on demande à Madame
Jeuneté. Et on a écrit à Michel Barnier la semaine dernière, mercredi. On lui a dit, écoutez, il faut sortir de ce clivage. On nous dit que nous mentons, très bien. Si ce qu'on dit n'est pas vrai, c'est-à-dire que si ce qu'on constate dans les écoles, ce que nous annoncent les parents et les enfants qui rentrent, ne se produit pas, ça vous posera donc aucun problème de commencer vos futurs programmes avec des affirmations claires. Il n'existe que de sexe, il n'y a pas de sexualité infantile, tenir un langage du sexe ou de la sexualité à un enfant prépubère est un risque, lui fait courir un risque grave de traumatisme psychique. À ce titre-là, tous les mots qui relèvent de la sexualité ou du sexe et de la sexualité adulte sont interdits dans l'espace de l'école. C'est pas compliqué à écrire. On a fait dans ce courrier toute une liste des principes fondamentaux qui vont permettre d'agir pour la prévention, ce que l'on demande. On a fait des préconisations extrêmement précises. Je suppose. Non. Mais ce que je veux dire là, c'est que on n'a pas besoin d'utiliser le langage du sexe pour protéger les enfants et participer au niveau de la prévention dans le plan de lutte contre les abus sexuels et à chaque fois qu'on dit ça, on m'oppose souvent en interview, on me dit mais vous avez vu, face à l'avalanche de la pornographie qui est partout, alors vous voulez laisser nos enfants sans défense, donc on nous met dans le rôle finalement. Ouais, à 3 ans aussi. Ouais. mais c'est dès 3 ans, dès 4 ans, avait dit 4 ans et oui, 4 ans, 3-4 ans. En fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que l'intention de l'adulte ne peut pas, et la compréhension d'un adulte et la vision d'un adulte ne peut pas être appropriée sur un enfant. Voilà. Donc on se doit... L'enfant n'est pas un petit adulte. C'est un être en développement, bien sûr. Tout d'abord cognitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui parler de choses qu'il ne peut pas comprendre. Voilà. Donc il y a des choses, quand on lui parle de consentement, il ne peut pas le comprendre. C'est inaccessible à son développement. Et attendez, ce serait pire de lui en parler s'il n'est pas prêt, s'il ne se sent pas capable, évidemment, de comprendre. C'est ça, ces traumatismes dont vous parlez ? Vous avez absolument raison, Sonia. Il faut distinguer deux choses. D'un côté, ce qui relève de la prévention, qui ne nécessite pas le langage du sexe ou de la sexualité, c'est-à-dire que ton corps est à toi, personne ne doit le toucher, tu ne dois pas le toucher. Ton corps, c'est ton trésor. Ton corps, c'est ton trésor, c'est parfait, ton corps est à moi, etc. Des kits de prévention qui seraient produits par des pédopsychiatres, qui seraient vigilants justement pour ne pas entraver le développement de l'enfant et procurer un traumatisme. Et puis de l'autre côté, un principe de base qu'a rappelé Maurice Berger au micro d'Europe 1 ce matin, c'est-à-dire qu'on ne devance jamais les questions des enfants, parce que c'est là qu'on va produire un traumatisme. Pourquoi ? Maurice Berger l'explique très bien, c'est-à-dire que le principe d'un traumatisme, c'est de parler à un enfant de quelque chose auquel il n'a pas déjà lui-même pensé, ou sinon de lui en parler avec les termes qu'il n'a pas lui-même élaborés. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on fait ça, on peut créer un traumatisme, mais surtout, on va entraver un processus essentiel qui s'appelle le temps de l'enfant, qu'on nie complètement, qui est que l'enfant va produire ce qu'on appelle ses visions fantasmatiques, c'est-à-dire il va rêver l'origine de sa naissance, il va rêver les relations amoureuses, et cette rêverie-là est constitutif de la capacité qu'il aura en tant qu'adolescent et adulte à avoir des fantasmes dans sa sexualité qui seront respectueux et notamment à s'approprier plus tard le consentement. On ne peut approprier le consentement qu'à partir du moment où l'enfant, très tôt, s'est approprié des interdits. Et vu qu'on est contre les interdits, vous m'avez posé la question, Sonia, la semaine dernière, et je ne vous ai pas répondu. Et je m'en suis voulu après parce que votre question était très pertinente. Et vous avez raison, dans les futurs programmes, on voit le mot interdit dans la pornographie, mais on ne le voit jamais s'agissant de l'inceste. Or, la seule chose qui est à poser quand on veut protéger des enfants, c'est cette notion d'interdit, c'est-à-dire cette frontière fondamentale sur l'enfance, le sensoriel et le registre de la sexualité qui concerne les adultes. Et si on ne pose pas cela comme un interdit, d'abord on met en danger des enfants, ensuite ils ne comprennent pas que leur propre protection n'est pas à leur portée. C'est pas aux enfants de se protéger, c'est aux adultes. Et si on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas une personne formée pour recevoir la parole de l'enfant, si on n'a pas un lieu pour accueillir l'enfant et recevoir sa parole et ensuite engager le processus de protection, malheureusement, on ne protégera pas les enfants et c'est notre seul objectif. Moi, je voudrais insister parce que Sophie vient souvent et je remercie. Il y a des pressions, il y a des menaces, mais véritablement, et malheureusement, certains d'entre vous, pour d'autres raisons aussi, savent ce que ça peut coûter, évidemment, dans sa vie, surtout enfin, il n'y a pas de sujet, mais sur un sujet comme celui-là, c'est vraiment le sujet normalement consensuel et le rôle de l'école. Enfin, moi, je trouve que ça pose des questions vertigineuses. Et le fait qu'en France, on ne puisse pas en débattre de manière sereine, c'est ça, je trouve que c'est une forme de capitulation.
conceptuelle et politique. Vous voyez, genre, je trouve ça triste pour nos enfants. Je pense que ce que vient de nous expliquer Sophie avec son expérience, son vécu, moi j'ai été convaincu. Et je pense qu'autour de ce plateau, on est tous convaincus. Et je pense que ceux qui nous écoutent sont aussi convaincus. Donc qu'est-ce qui se passe pour que les responsables de l'éducation nationale, eux, ne le soient pas? Pourquoi il n'y a pas ce débat, effectivement? Moi, je dirais la prise en L'idéologie otage. est si forte que ça, en fait. Oui. Mais alors, il faut la dénoncer, Ce qui cette se passe, idéologie. c'est qu'il y a un lobby trans qui est extrêmement fort et qui investit sur une forme de liberté de se donner le genre que l'on veut, hors de toute question. D'ailleurs, Antoine Léaumont vient de le redire aujourd'hui en disant qu'on devrait avoir le droit de choisir son sexe par simple déclaration à l'état civil. Et ces militants sont d'une violence extrême. C'est eux qui ont d'ailleurs attaqué J.K. Rowling tout simplement parce qu'elle a dit, bah oui, il y a deux sexes, voilà, une femme, c'est une femme. Et quand on voit en fait la violence de ce militantisme, qu'est-ce qu'il utilise? Les mêmes armes que l'islamisme, autrement dit, il renvoie tous ses contradicteurs à l'extrême droite, donc à une accusation de pseudo-fascisme. Sur le dos des enfants. Et rien ne terrorise autant l'éducation nationale, les politiques et les hauts fonctionnaires que d'être renvoyés à l'extrême droite. Au point que pour ça, ils sont prêts à sacrifier leurs devoirs et ceux qu'ils sont censés protéger uniquement pour n'avoir pas à se défendre et pour pouvoir faire reluire leur image. Tant qu'on aura des dirigeants de cet ordre-là, alors effectivement, les minorités vagissantes, agissantes et violentes auront des boulevards devant elles. Pourtant, tu vois, vous voyez, Céline, c'est intéressant parce que vous avez cité Antoine Léaumont, qui est pour qu'on puisse choisir... Mais que les adultes le fassent, c'est une chose. Non, mais c'est intéressant parce que... Mais ils se considèrent même arbres. Non, mais Antoine Léaumont, c'est LFI quand même. C'est les filles qui, aujourd'hui... Mais il n'y a pas que LFI aujourd'hui. Non, ce que je veux dire... Non, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même le vote dans les quartiers des musulmans qui sont conservateurs et qui eux-mêmes dénoncent. Ils ont réagi non, mais c'est là-dessus, intéressant. Non, mais c'est important ce que dit Naïma. C'est-à-dire que ce dont on a souvent parlé, c'est-à-dire qu'à un moment, entre ce que certains appellent l'islamistan, si je peux dire, le wokistan, il va y avoir une bagarre. Il y en a un qui va gagner. Et à mon avis, n'attendez pas la fin du film. C'est la convergence des luttes au début, puis après s'arrangeons. Mais en fait, là, on arrive à la conséquence du remplacement de l'instruction par l'éducation. On arrive à des folies pareilles, en fait. Et à partir du moment où c'est de l'éducation, c'est la porte ouverte au lobby. Et pas des lobbies trans, mais les lobbies LGBT. Je rappelle que jusqu'à il y a quelques années, le mot lobby, vous envoyez à la 17e. Maintenant, ça commence à être autorisé. Mais il y avait une pression juridique et une pression politique. Et le principe, il est simple, on le connaît, c'est très efficace, c'est on va lutter contre la discrimination. Et au nom des luttes contre la discrimination, on va vous inoculer de l'idéologie. C'est ça le principe. Alors, attendez, mais moi, Arthur, j'apporte là une nuance, parce qu'on est passé d'un sujet à un autre. Moi, qu'il y ait à l'école véritablement une sensibilisation à la lutte contre les discriminations. C'est pas une sensibilisation, oui, mais je ne peux pas tout mettre dans le même lot. Parce que 2012... Théorie du genre, ça rentre par les lobbies LGBT. Je suis d'accord. Najat Vallaud-Belkacem, ministre, elle dit ça n'existe pas. Je suis d'accord. Maintenant, on passe à l'étape d'après. C'est réglé, on passe à l'étape d'après. Ce sont les trans. Oui, mais vous êtes contre toute sensibilisation à la discrimination. Je suis contre, en fait, le principe qu'on fout des Mengele à l'école. Non, je veux dire, nos enfants ne sont pas des formes à modeler. Et à partir du moment où on dit on éduque, il y a une responsabilité aussi politique parce qu'on peut dire ils ont peur, mais ils n'ont pas que peur. Dans la logique politique, il y a aussi la logique de vouloir éduquer nos enfants. Non, c'est aux parents d'éduquer. Et sur les questions sexuelles, on est dans l'ordre de l'intime. Et l'intime, on ne le déballe pas sur une place publique. Nous sommes d'accord. Le fait qu'une impossibilité biologique ne doit pas être transformée en injustice sociale, c'est ça en fait. C'est-à-dire vous prenez une impossibilité biologique, vous mettez le mot discrimination, vous en faites une injustice sociale et c'est de la folie pure parce qu'en fait, vous ne pouvez pas résoudre cette équation-là. Et je pense que c'est ça qui est en train de rendre la moitié du pays un peu dingue. C'est pour ça que nous, on a vraiment veillé avec beaucoup de médecins à être le moins possible sur ce terrain-là, même si on le traite de manière tout à fait objective. C'est-à-dire que tous nos travaux ont toujours commencé par nous soutenons et protégeons le droit au respect et à l'égalité des personnes transsexuelles et homosexuelles. Moi, je vous assure, j'ai énormément de personnes c'est un attachement homosexuelles aussi de votre part. Et transsexuelles qui nous contactent pour nous dire mais continuez. Pourquoi ? Parce que ça constitue aussi ce genre... C'est important ce que vous dites, parce qu'il n'est pas question d'être caricaturé. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, là, vous auriez pu prêter le flanc pour vous faire battre, si je puis dire. Ce n'est pas le cas. Absolument, vous avez raison, Sonia. C'est-à-dire que le risque, justement, avec de tels contenus, c'est d'essentialiser. Voilà.
C'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'une personne ne se limite pas, n'est pas représentée par son orientation sexuelle qui relève de l'intime. Mais ce que je veux dire aussi et surtout, c'est qu'il y a des enjeux économiques. C'est-à-dire que ces structures associatives, ces structures militantes sont agréées et donc ont des budgets conséquents qui constituent même leur capacité à maintenir leur existence. C'est-à-dire que notamment dans le CESE, par exemple, il a été demandé à l'État de sanctuariser les budgets pour ces associations militantes qui vont venir faire ces cours dans les écoles. Non pas en termes de projet, comme ça se fait habituellement. Vous savez, vous êtes une association militante, vous allez dire, bah, moi, je vais demander tant de milliers ou de centaines de milliers d'euros pour expliquer le droit des personnes, etc. C'est pas ça. C'est dans leurs frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on financerait, avec l'argent de l'éducation nationale, des structures militantes qui viendraient prendre la place de qui ? Parce que c'est toute la question, vous l'aviez également soulevé un tout petit peu la semaine dernière, et qui vont faire ces contenus Écoutez, les professeurs vont pas vouloir. On a eu un débat sur le temps scolaire, qui viennent de évidemment. l'extérieur, puisque justement les professeurs n'ont pas voulu. Donc maintenant, ils ont trouvé le moyen de faire venir effectivement ces associations. Pardonnez-moi, c'est toutes les questions que ça va poser aussi, parce que souvent on parle des cours qu'on peut pas donner, mais je pense que pour certains enfants, ça peut poser problème aussi, hein. Et pour certains parents, vous voyez, pas aussi par rapport à des convictions religieuses. C'est un scandale. Je crois que c'est dans ces écoles. Il n'y a jamais eu d'atteinte contre ces associations, parce que ces associations prennent le soin de ne pas aller dans certaines écoles, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire mal recevoir. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas dans les quartiers populaires ? Bah non. Je pense pas. Bien sûr que non. En tous les cas... Et les habitants des quartiers populaires ne se laisseront pas faire, ce qui est normal. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même, c'est intéressant, parce que, et c'est pour ça que souvent je le dis, Sonia, je dis, les autres partis politiques en fait sont pas présents dans les quartiers, parce qu'ils pourraient ramener aussi un autre discours, notamment expliquer à ces habitants et leur expliquer aussi l'hypocrisie de LFI, parce que vous voyez bien que LFI est extrêmement hypocrite, parce qu'elle soutient ce que eux ne peuvent pas soutenir. Et pour l'instant, personne ne vient pour leur amener un autre discours. On va conclure sur ce sujet, Sophie. Juste pour conclure, écoutez, moi je serais ravie de pouvoir débattre avec Madame Genettet ou quelque autre personne en charge de ces sujets. Je pense que Maurice Berger ferait l'effort de venir avec nous pour en débattre. Et nous demandons quelque chose de très simple, c'est de revenir sur la clinique de l'enfant, strictement la clinique de l'enfant. Ce n'est pas les volontés politiques, ce n'est pas les enjeux idéologiques, ce n'est pas les agendas de certains qui doivent diriger les décisions des programmes scolaires.